Nous accueillons ce soir le professeur Martine Lagasset de l'Université d'Ottawa. Madame Lagasset est née à Québec. Elle est détentrice d'un baccalauréat spécialisé en communication, d'un baccalauréat spécialisé en psychologie, d'un certificat d'études de premier cycle universitaire en gérontologie et finalement d'un doctorat en psychologie qu'elle a obtenu en 2003. Elle est depuis 2004 professeure de communication à l'Université d'Ottawa. Mais ses recherches ont porté depuis plusieurs années sur le rôle des aînés dans la société. Elle s'interroge particulièrement sur les représentations du vieillissement, entre autres sur l'agisme, c'est-à-dire sur les stéréotypes négatifs et leurs répercussions sur les personnes âgées. Elle est membre de notre observatoire et elle a reçu, je ne sais pas quelle année, l'année dernière? Cette année. Le prix Nicolas Zé, qui est un fondateur de la gérontologie au Québec, et ça a été donc promis au nom de cette association pour la contribution à la gérontologie en recherche et en enseignement. Donc je lui souhaite la bienvenue ce soir et elle va présenter donc cette communication, le paradoxe de l'agisme dans une société vieillissante, quand les mots vont bien au-delà du parler pour parler. Pour des raisons de transport sur Ottawa, Madame Lagasset terminera à 5h moins le quart, et c'est à 5h moins le quart que nous commençons une période de questions. Bon, merci. Merci beaucoup, Monsieur Touez. Je voudrais d'abord remercier les gens de l'Observatoire Vieillissement et Société qui m'ont permis donc de prononcer cette conférence aujourd'hui, de me donner un espace public pour partager mes préoccupations par rapport au rôle et à la place des aînés. D'ailleurs, je jasais avec M. Touez tantôt et je me disais, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de jeunes ici, parce que le message pour changer les mentalités par rapport aux personnes âgées, il y en a quelques-unes, c'est vraiment aux jeunes qu'il faut l'adresser, entre autres. En tout cas, on verra, on en discutera un petit peu plus en détail au cours des prochaines minutes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, étonnamment, dont on entend très, très peu parler et pourtant dont les effets sont très pernicieux, très, très sournois. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on entend beaucoup parler de racisme, avec raison, qu'il faut dénoncer le racisme. On entend beaucoup parler de sexisme et qu'il faut dénoncer le sexisme. On entend bien peu parler d'agisme, ce que Butler considère, un des premiers chercheurs en gérontologie, comme le troisième grand isme, qui a des effets désastreux dans notre société et particulièrement désastreux sur les personnes âgées. Alors, je vais vous entretenir aujourd'hui sur les sources, d'où ça vient l'agisme, et pourquoi on est agiste dans notre société actuellement, et pourquoi j'ai intitulé ma conférence « Le paradoxe de l'agisme ». Parce que, au fond, on pourrait se dire, nous sommes de plus en plus nombreux à vivre plus longtemps. Nous avons dans notre société de plus en plus d'aînés. Le simple fait d'être en contact avec des aînés devrait changer les mentalités. Nous devrions avoir un regard beaucoup plus positif sur le vieillissement. Or, les études montrent que c'est tout à fait le contraire. On continue à véhiculer une image assez négative du vieillissement. Et je fais simplement un petit test avec vous. Regardez le nombre de cartes de souhait, l'humour très, très dénigrant sur l'âge. C'est pas toujours jojo de se faire remettre une carte de joyeux anniversaire quand on a 60, 70, 80 ans, avec des blagues qui sont effectivement très dénigrantes pour l'estime de soi d'une personne. Écoutons aussi le discours véhiculé par les médias. Ce qui est largement véhiculé comme image du vieillissement, c'est que les aînés, par exemple, engorgent les hôpitaux, sont un poids lourd pour le système de santé. Alors, ce sont ces images-là auxquelles je veux m'attaquer, je tente de m'attaquer dans mes recherches, et surtout, je tente de démontrer l'effet très, très négatif et sur les personnes âgées elles-mêmes, mais aussi sur les plus jeunes. Parce qu'en termes de construction de ponts intergénérationnels, si on ne change pas l'image qu'on a du vieillissement, c'est impossible de faire en sorte que les projets entre générations aient un succès. Et pourtant, on a une belle occasion de faire ceci.
Effectivement, parce qu'on est à un point tournant au plan de la démographie. On a de plus en plus d'aînés, des travailleurs vieillissants, des retraités. Alors, au lieu de nourrir un discours catastrophique sur le vieillissement, profitons de cette opportunité pour faire en sorte qu'on garde nos aînés engagés. Si je faisais un petit sondage individuel, je suis certaine que chacun d'entre vous me dirait « Moi, je veux poursuivre mon engagement à ma façon. Je ne veux pas, je ne souhaite pas qu'on me place, qu'on me mette sur une voie d'accotement en parallèle d'une société. Je ne veux pas me faire dire, par exemple, pour ceux qui travaillent encore, « Quand prendras-tu ta retraite, surtout si j'adore mon travail? » Je n'ai pas envie de me faire dire « Mais tu ne vas pas retourner à l'université à ton âge. C'est beaucoup trop tard. Tu ne peux pas penser à partir, à faire tel voyage. Ce n'est pas raisonnable. » Alors, ce sont toutes des images qui font en sorte que, à force de les véhiculer, je vais vous le démontrer dans certaines études qu'on a menées, c'est un effet désengageant pour la personne âgée. Un des effets très négatifs de l'agisme, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné, la personne âgée, l'aîné, commence à croire que c'est peut-être vrai et se désengage progressivement d'une société. Le piège dans le désengagement, c'est que ça vient confirmer des stéréotypes. Alors, je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail tantôt, mais le désengagement psychologique, par exemple, on a vu ses effets. Quand on dit des jeunes filles, on a tellement dit aux jeunes filles qu'elles ne sont pas bonnes en mathématiques, qu'elles ne sont pas bonnes en sciences, elles ont commencé à le croire. Et ça explique en grande partie pourquoi les filles sont encore, sont en pourcentage minoritaire dans les sciences pures. Bien, le même effet par rapport aux stéréotypes sur la base de l'âge, sur la base du vieillissement. À force de dire aux aînés, par exemple, ils devraient se retirer d'une société, ils sont moins productifs, ils sont moins habiles, ils sont moins aptes à utiliser les nouvelles technologies, l'aîné finit par se désengager et c'est la société qui se prive d'un bassin d'expertise, d'un bassin d'expérience qui devrait au contraire être partagé et transféré aux générations plus jeunes. J'ai déjà commencé ma conférence, c'est un sujet qui me passionne. Ça fait 4 ans que je travaille sur ce sujet et aujourd'hui, je pourrais vous partager en fait quelques résultats d'études qu'on a menées et qui démontrent vraiment que l'agisme, il faut s'y arrêter puisque véritablement, ça a des coûts très négatifs pour la société. Alors voici très brièvement le plan de la présentation. Nous allons parler un peu comment ça se manifeste l'agisme dans notre société. Qui véhicule le discours négatif sur les aînés? On peut déjà s'en douter, les médias, malheureusement, jouent un rôle proéminent dans la continuité, la propagation des stéréotypes négatifs. Quelles sont les sources de l'agisme? Pourquoi, d'où ça vient l'agisme? Pourquoi est-on agiste dans notre société? Quelques études sur les coûts de l'agisme que nous avons menées avec notamment des travailleurs seniors, des travailleurs âgés, des infirmiers, des infirmières. À partir de ces études-là, on a pu quantifier, mettre un chiffre sur la question de l'agisme et donc ses effets très négatifs sur le travailleur vieillissant. Et je vous inviterai, et ça fait partie un peu de la période de questions à la fin, à réfléchir avec moi sur les pistes de solutions que nous pourrions envisager pour mettre fin à l'agisme. Il faut à la fois que les jeunes participent à cette lutte à l'agisme, que les adultes y participent, mais que les aînés aussi participent à la lutte à l'agisme. Ça veut dire, entre autres, de refuser certains mots qu'on utilise à l'égard du vieillissement. Je vais débuter cette conférence avec une citation que j'aime beaucoup parce que pour moi, elle reflète tout ce que ça veut dire être agiste. Une citation d'Amin Maalouf de son bouquin « Les identités meurtrières », car c'est notre regard qui enferme les autres dans les plus étroites appartenances et c'est notre regard aussi qui peut les libérer. Être raciste, être sexiste ou être agiste, c'est une question de perception. C'est comment je vois l'autre. À partir du moment où je décide de catégoriser un aîné dans une boîte et de l'enfermer dans des stéréotypes négatifs, c'est impossible pour moi de voir les éléments positifs du vieillissement si je ne me centre que sur les aspects négatifs. À partir du moment où je change mon regard sur le vieillissement et je vois le vieillissement comme une possibilité de se développer, de croître, de continuer d'apprendre, c'est aussi un regard qui change la façon de voir le vieillissement et qui change aussi le rôle et la place de l'aîné. Qu'est-ce que c'est l'agisme? Je pense que je vais faire une conférence interactive. Qu'est-ce que c'est l'agisme pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire être agiste?
Est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à des croyances, à des attitudes agistes? C'est l'exclusion. En fait, l'agisme, ce que Madame vient de souligner, l'agisme, dans son but ultime, vise à mettre sur une voie d'accotement en parallèle un aîné en raison tout simplement de son âge. Le but ultime, effectivement, c'est une pratique d'exclusion, de discrimination, simplement sur la base de l'âge, comme par exemple le racisme et le sexisme visent à mettre sur une voie d'accotement une personne simplement sur la base du sexe ou simplement sur la base de l'appartenance ethnique. Alors, des croyances, des attitudes, des comportements qui visent donc à exclure, comme Madame l'a souligné, une personne simplement sur la base de son âge. Si ça s'arrêtait là, l'agisme, on pourrait dire, bon, pas de problème, ce ne sont que des croyances. Le problème, effectivement, c'est que ça va plus loin. L'agisme se transforme en des pratiques, des comportements qui font en sorte, par exemple, en milieu de travail, un travailleur à partir, on en a fait la démonstration dans nos études, beaucoup de chercheurs l'ont fait également avant nous, un travailleur à partir de l'âge de 50, 55 ans est déjà perçu comme quelqu'un de moins productif, de moins habile, comme un poids lourd pour les entreprises, comme quelque chose qui n'est pas un plus, une valeur ajoutée dans une organisation de travail, mais effectivement un poids lourd à gérer. Et donc, ça génère des pratiques discriminatoires du genre, peu d'accès à la formation, peu d'accès à des postes de promotion. Et c'est très sournois parce que c'est très difficile à démontrer, mais c'est bel et bien existant. Donc, des croyances, on passe à des pratiques qui visent la discrimination, voire l'exclusion des personnes âgées. Et le chercheur Robert Butler, qui a conceptualisé, qui est le premier à définir l'agisme en 1969, disait « L'agisme est très similaire au sexisme et au racisme. Hein, c'est une forme de isme. Toutes les trois visent l'exclusion et s'appuient sur des stéréotypes, des croyances, des préjugés qui sont négatifs. La différence avec le racisme et le sexisme, c'est que l'agisme, c'est transversal. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit africain, qu'on soit canadien, qu'on soit russe, on est tous à risque d'être l'objet d'agisme. Donc, l'agisme traverse, si on peut dire, les couches d'une société. Donc, c'est en mode transversal. Comment se manifeste l'agisme? Quels sont les canaux par lesquels on véhicule l'agisme? Si on analyse d'un point de vue social, comment sont perçues les personnes âgées, les aînés dans une société, les stéréotypes les plus tenaces qu'on a pu recenser dans la littérature, elles sont catégorisées de conservatrices. D'ailleurs, on en a eu un bel exemple par rapport aux élections américaines. L'analyse que font les médias par rapport à la victoire, et là je me permets une parenthèse, la victoire d'Obama, c'est de dire que c'est les jeunes qui ont voulu le changement et c'est les vieux qui ont été plus conservateurs. Ça, c'est l'analyse que font les médias, qui d'ailleurs sont une source puissante de véhicules de stéréotypes négatifs de l'agisme. Résistance au changement, maladie, fragilité, laideur, égocentrisme, c'est incroyable. Et j'ai dit « etc. » parce que la liste des stéréotypes négatifs est très longue par rapport à l'âge. Alors que la liste des stéréotypes positifs, elle est beaucoup plus courte. On va dire, par exemple, des personnes âgées qu'elles sont gentilles, qu'elles sont fiables, qu'elles sont loyales. Rien de dangereux. Alors que les stéréotypes négatifs sont beaucoup plus dénigrants pour la personne. D'un point de vue économique, et je vais vous en faire la démonstration, en milieu de travail, le travailleur vieillissant, dans certains milieux de travail, à partir de l'âge de 45 ans, on est considéré vieux. Dans les secteurs de haute technologie, un programmeur à 45 ans est considéré, et quand je dis considéré, c'est dans la perception. Il n'est pas vieux dans l'absolu. On le voit comme un travailleur âgé avec tout ce que ça comporte de négatif, cette perception. D'un point de vue économique, qu'est-ce qu'on entend? Moi, j'ai toujours été sidérée. On m'a invité à Radio-Canada le jour du recensement de Statistique Canada, le dernier recensement. Écoutez, je ne sais pas s'il y a des démographes dans la salle, et là, je m'en excuse parce qu'ils vont se sentir un peu attaqués, mais le discours des démographes, c'est quoi? La population canadienne vieillit, c'est une catastrophe, c'est un fléau,
c'est un poids lourd. Économiquement, on s'en va vers le déclin. D'un point de vue économique, au lieu de dire « profitons des aînés », les aînés d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les aînés d'il y a 30, 40 ans. Ce sont des aînés d'abord beaucoup plus scolarisés, des aînés qui sont beaucoup plus en santé et des aînés qui veulent en finir avec l'idée d'une retraite passive, retraite. On est en face d'un groupe d'aînés maintenant qui veulent demeurer engagés, qui veulent continuer à transférer leur expertise, leur connaissance, à être utiles dans une société. Pourtant, le discours est encore celui d'un fardeau sur le plan économique. D'un point de vue travail, encore une fois, je vais vous le démontrer avec quelques études qu'on a menées auprès de travailleurs vieillissants, beaucoup de gestionnaires voient le travailleur âgé non pas comme un travailleur qu'on pourrait utiliser pour assurer le transfert d'une mémoire corporative, pour assurer le partage des connaissances avec les jeunes travailleurs, mais beaucoup de gestionnaires voient les travailleurs âgés, les perçoivent comme un poids lourd à porter, et même un frein à la productivité. Et j'ai discuté avec M. Touez, qui, en milieu de travail, qui sont les plus agistes en milieu de travail? Ce sont les gestionnaires qui eux-mêmes sont âgés. Étonnamment. Donc l'agisme ne se manifeste pas seulement par la voix des plus jeunes. L'agisme, c'est parfois aussi les personnes aînées elles-mêmes qui réagissent par rapport à une image tellement négative qu'on dépeint du vieillissement, qui préfèrent prendre une certaine distance par rapport à l'autre. Donc le gestionnaire âgé prend une certaine distance de son employé âgé en se disant « il y a toi qui appartiens au groupe des aînés et il y a moi qui appartiens au groupe des gestionnaires. » Donc le niveau, le poste de gestion sert de bouclier pour établir une certaine distance avec l'autre qui, lui, son identité de base, c'est celle de son âge. Mais je vais revenir à tout ça. Donc, pourquoi est-on agiste? Et je l'ai mentionné un petit peu, le discours démographique dominant. Dans le discours, actuellement, on le sait, la population canadienne vieillit, la main-d'œuvre, la force de travail vieillit, mais le discours démographique dominant, c'est que le vieillissement de la population est une catastrophe. Au lieu de se dire, nous sommes à un point tournant, nous avons des gens qui sont à la retraite et des gens qui veulent continuer à s'engager dans une société, on devrait pouvoir profiter de cette volonté des personnes âgées. Mais le discours sur la démographie actuellement est un discours qui est encore très négatif et qui véhicule ces stéréotypes négatifs. Le discours économique... Puis les médicaments arrivent. Parce qu'il est très négatif, parce qu'on est très orienté vers une valeur strictement utilitaire de l'être humain. Ce qui veut dire que dans la tête de beaucoup de gens, ne plus travailler veut dire quoi? Ne plus contribuer à l'économie d'une société. Ne plus contribuer à l'économie d'une société veut dire être un fardeau à porter. Alors, il y a beaucoup de travail à faire au niveau du changement des mentalités. D'abord, ne serait-ce que celui de transformer la perception qu'on a d'un être humain. Un être humain n'a pas qu'une valeur à travers l'apport économique qu'il peut donner, mais aussi à travers son engagement sous différentes formes, comme le bénévolat. Les discours, les images médiatiques et publicitaires, et ça je le sais puisque j'ai été 10 ans journaliste à Radio-Canada, malheureusement, les médias sont souvent des porteurs lourds de stéréotypes par rapport soit à des groupes ethniques, soit à des groupes de femmes, soit par rapport aux personnes âgées. Si on faisait une très brève analyse du discours des médias, on se rendrait compte que 3 fois sur 4, les reportages qu'on voit ou qu'on entend par rapport aux personnes âgées sont des reportages qui sont plutôt tristes. On entend dans les médias, par exemple, les personnes âgées engorgent les salles d'urgence dans les hôpitaux. À l'été, qu'est-ce qu'on entend? Il n'y a plus de lits parce qu'il y a trop de personnes âgées. Le système de santé nous coûte trop cher en raison du vieillissement de la population. Les caisses de retraite se vident, etc., etc. Alors, ces discours démographiques, économiques, médiatiques contribuent vraiment à nourrir une image stéréotypée du vieillissement. Et je vous dirais que le changement, s'il doit se faire, il doit se faire à partir d'une prise de conscience. L'échange qu'on a aujourd'hui, la réflexion, moi, je souhaite que chacun et chacune d'entre vous, en quittant cette salle aujourd'hui, allez dire, moi, je vais refuser toute forme de langage dénigrant sur la base de mon âge. Je vais refuser toute forme de langage infantilisant sur la base de mon âge également. Le début d'un changement de mentalité, ce sont ces petites choses-là. Lutter contre ces discours qui sont forcément négatifs et qui, à mon sens, reflètent, c'est pour ça que j'ai inscrit des flèches causales,
vers un refus de vieillir. Et pourquoi? Parce que dans notre société, vieillir est un tabou et la mort aussi est un tabou. Donc, on fait une association très, très étroite entre les deux qui pourrait expliquer justement cette vision assez négative du vieillissement. Et pourtant, je le mentionnais tantôt, on constate qu'il y a beaucoup de stéréotypes négatifs et pourtant, ce qui se passe dans la société, les changements sur le plan démographique devraient faire en sorte qu'on a une vision beaucoup plus positive du vieillissement. Comme je le mentionnais en début de conférence, nous sommes à un point tournant de l'histoire. On n'a jamais eu autant de personnes âgées. On n'a jamais eu autant de personnes âgées en santé, jamais autant de personnes âgées qui veulent continuer à contribuer à une société. La population vieillit, vieillissement de la population, vieillissement de la main-d'œuvre canadienne. Les travailleurs qui sont âgés de entre 45 et 64 ans vont représenter en 2011 un petit peu plus que 40 de la main-d'œuvre active. Il faut que les choses changent. Les mentalités doivent changer. Et de toute façon, en ce qui a trop de travailleurs âgés, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a tellement de pénurie de main-d'œuvre et de compétences en ce moment. Même si on n'aime pas les travailleurs âgés, les gestionnaires n'auront pas le choix. Toutes les études montrent qu'il n'y a pas suffisamment de jeunes pour remplacer les travailleurs qui potentiellement vont quitter. Il n'y a pas suffisamment d'immigrants qualifiés aussi pour remplacer les travailleurs âgés. Donc, une solution comme gestionnaire, c'est de maintenir en emploi les travailleurs vieillissants. Les boomers sont à l'aube de la retraite. Il y a beaucoup de baby boomers dans cette salle-ci. Et si je faisais encore une fois un mini-sondage, je suis convaincue que si je vous poserais la question, est-ce que vous aimeriez retourner peut-être travailler à temps partiel? Pas pour une carrière nécessairement, et pas pour le stress de ce que peut représenter le travail, mais simplement pour se sentir utile. Beaucoup de baby boomers, les études le montrent, sont retournés en milieu de travail. 2 jours, 3 jours semaine. En fait, 1/3 des boomers qui avaient quitté leur milieu de travail sont retournés à temps partiel. Et ça, c'est très révélateur d'une génération et d'une future génération de personnes âgées qui veut briser l'image d'un vieillissement désengagé et d'une image passive du vieillissement. Pénurie de main-d'œuvre et de compétences, donc comme je le mentionnais, il y a une occasion en or pour les gestionnaires d'aller chercher des gens à la retraite qui souhaiteraient continuer à travailler, parfois simplement, en fait beaucoup, pour le plaisir. Certaines organisations de travail ont commencé à faire cette réflexion-là. Si vous passez chez Renault Dépôt, vous allez voir que ce sont des travailleurs d'expérience. Et on comprend logiquement la raison pour laquelle on embauche des travailleurs d'expérience. Quand on veut acheter des matériaux pour sa maison, on fait un petit peu plus confiance à quelqu'un qui a acheté 3-4 maisons dans sa vie. Le secteur bancaire aussi commence à recruter, maintenir en emploi ces travailleurs âgés. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on a une occasion de transformer le discours négatif par rapport au vieillissement en quelque chose qui est très positif. On a l'élément démographique qui joue pour nous, mais paradoxalement, les stéréotypes restent en décalage. Il reste quand même des croyances négatives, malgré le potentiel au niveau de la démographie. Il y a ce désir donc de maintien en emploi des travailleurs vieillissants. Et nous, à partir de cette, comme chercheurs, avec mes collègues de l'École de psychologie à l'Université d'Ottawa et aussi du département d'économie, nous nous sommes posé la question, après avoir fait un constat que l'agisme existe dans notre société, qu'il y a des stéréotypes négatifs, et pour les retraités, et pour les travailleurs vieillissants. Alors nous nous sommes dit, qu'est-ce que l'agisme a comme répercussion sur la santé psychologique d'une personne? Parce que beaucoup de gens, quand on a débuté cette étude, ces 2 études, nous ont dit, bien voyons, l'agisme, c'est pas grave, c'est des blagues, ça. Le langage infantilisant, c'est pas si grave que ça. C'est comme si dans la société, on acceptait, on refuse, et avec raison, le racisme, on refuse les manifestations de sexisme, mais on accepte quelque part l'agisme. Alors nous nous sommes dit, en démontrant les effets très négatifs de l'agisme, on va sonner une cloche et on va dire aux gens, particulièrement aux gens des organisations de travail, si les manifestations de l'agisme se poursuivent, se perpétuent dans vos milieux de travail, bien, ça va coûter cher, et sur le plan économique, et sur le plan psychologique, et sur le plan social. Première
étape de notre étude. Nous avons d'abord recensé tous les stéréotypes négatifs en lien avec les travailleurs âgés. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient malheureusement déjà eu à faire face à des stéréotypes sur la base de l'âge quand vous étiez travailleur ou si vous êtes encore travailleur, mais si je vous demandais quels sont les stéréotypes les plus véhiculés par rapport aux travailleurs âgés, qu'est-ce que vous me diriez? Comment les travailleurs âgés sont-ils dépeints? Oui. Plus lents. Plus lents pour apprendre quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'ils sont plus lents. Plus lents à apprendre et un stéréotype qui va plus loin que la lenteur dans l'apprentissage, incapable d'apprendre. Un des stéréotypes les plus tenaces par rapport aux travailleurs âgés, c'est l'incapacité d'utiliser les nouvelles technologies. Mais là, c'est la question de la poule et de l'œuf. Sont-ils incapables d'utiliser les nouvelles technologies parce qu'ils ont intégré la croyance? À force de dire que les personnes âgées sont incapables d'utiliser les nouvelles technologies, il est possible qu'il y ait un effet d'intégration de cette croyance-là. Donc, incapacité d'utiliser les nouvelles technologies. Inaptes, donc, à l'utilisation des TIC, technologies de l'information, des communications. Ils sont perçus comme peu productifs en milieu de travail. Peu flexibles, une espèce de rigidité, résistance au changement. Peu motivés, résistance au changement, souvent absent. Et j'ai mis un « etc. » parce que la liste est très longue. Ce qui est étonnant, c'est que tous ces stéréotypes-là, aucune étude sérieuse, savante, empirique, n'a montré qu'il existait une corrélation entre l'avancement en âge, le fait de vieillir en milieu de travail, et le taux d'absentéisme, la résistance au changement, la motivation, la flexibilité, la productivité, la capacité d'utiliser de nouvelles technologies. De fait, les travailleurs vieillissants sont beaucoup moins absents que les jeunes travailleurs. Mais ces stéréotypes-là continuent à se perpétuer dans le milieu de travail. Une croyance, une attitude, c'est quelque chose qui est très ancré et difficile à changer. Je vous dirais que l'élément très négatif d'un stéréotype, l'esprit humain est paresseux. Même si vous rencontrez un travailleur qui surfe sur le net, qui a monté son site web, un travailleur de 65 ans, qui est motivé, qui est très flexible, si vous entretenez le stéréotype que ce travailleur, au contraire, est peu productif, souvent absent, etc., en raison de l'appartenance à son groupe d'âge, l'esprit humain est paresseux et va dire quoi? Ce monsieur est une exception. C'est une exception à la règle. À partir de ces stéréotypes, donc on s'est posé la question. Quelles sont les répercussions de tels stéréotypes en milieu de travail lorsque le travailleur âgé de 55, 60, 65 ans, sans être l'objet de telles croyances négatives? Qu'est-ce que ça a comme répercussion au niveau de son engagement, au niveau de son estime de soi, au niveau de sa santé psychologique? Notre but, encore une fois, était de démontrer que l'agisme, ce n'est pas un phénomène léger et sans conséquences, sans répercussions. Alors, la démarche qu'on a entreprise, et ça, on en a déjà parlé, je vais passer tout de suite au modèle, que je vais prendre 5 minutes pour vous l'expliquer. Alors, nous sommes d'abord allés sonder des infirmiers à travers la province de Québec et de l'Ontario, des hommes, dans un premier temps des hommes. Des infirmiers âgés de 45 ans et plus, donc 655 infirmiers, dans des centres hospitaliers du Québec et de l'Ontario. Et peut-être que certains d'entre vous me diraient, mais pourquoi 45 ans? C'est jeune, 45 ans. Mais la littérature et les études montrent très bien qu'à partir de l'âge de 45 ans, très souvent, un travailleur est considéré vieux. C'est très paradoxal parce qu'à mesure que l'espérance de vie augmente, l'horloge sociale recule. On est comme en décalage. Donc, on a ciblé ces infirmiers de 45 ans et plus à travers un questionnaire, un sondage. Nous leur avons demandé, est-ce que vous avez l'impression que dans votre milieu de travail, vos collègues, vos supérieurs, utilisent parfois un langage infantilisant, un langage dénigrant? Font-ils des blagues? Est-ce qu'on vous demande constamment, par exemple, quand vas-tu prendre ta retraite? Est-ce qu'on vous a déjà refusé une promotion en raison de votre âge? Avez-vous l'impression que vous n'avez pas... Okay.
qu'on n'a pas de plan d'avancement de carrière. Donc, toutes ces pratiques agistes, on a demandé aux travailleurs, avez-vous l'impression d'être la cible de langage agiste? Parce que les mots, c'est un poids énorme. Les mots, en fait, c'est le véhicule par excellence pour les stéréotypes. Et nous, ce qu'on a émis comme hypothèse, c'est plus le travailleur vieillissant a l'impression d'être effectivement la cible de langage agiste, plus ça suscite du mécontentement, de l'insatisfaction, de la colère. Non seulement ça suscite de l'insatisfaction, mais cette insatisfaction se répercute en termes de désengagement psychologique. Lentement mais sûrement, le travailleur va commencer à penser à sa retraite, même s'il adore son travail. Pas en raison justement d'une volonté de vouloir quitter son milieu de travail, mais c'est une réaction de protection au fond. On se dit, bien, écoute, tranquillement, je vais laisser mon milieu de travail, puisque dans mon milieu de travail, je me sens blessée. On porte un regard négatif sur ma personne. Et le désengagement psychologique, c'est d'aller travailler tous les jours, mais d'en faire le minimum. Et de se dire, ma vie n'est pas là. Et toute la question, on oublie ici, un travailleur désengagé sur le plan psychologique, c'est un travailleur qui ne transférera pas ses connaissances, qui ne va pas partager ses connaissances avec les jeunes travailleurs. Voyez-vous déjà les coûts au niveau du partage d'une mémoire corporative qui n'est pas transférée. Il ne faut pas s'étonner si ces infirmiers-là ont quitté et n'ont pas eu envie, en quittant, de transférer leurs connaissances aux plus jeunes infirmiers, aux plus jeunes infirmières. Désengagement psychologique, donc un effet pernicieux de l'insatisfaction qui est issu de l'agisme, et on a fait l'hypothèse que l'agisme amoindrissait aussi l'estime de soi des infirmiers. Donc, plus le travailleur vieillissant est insatisfait, en raison de pratiques agistes, plus son estime de soi diminue. À partir des 655 questionnaires qu'on a reçus, on a fait une analyse statistique, on a entré tout ça dans le logiciel SPSS, on a tenté de confirmer nos hypothèses. Le modèle final a permis de confirmer tous les liens causaux entre la communication agiste en milieu de travail. Donc, ce modèle nous dit que plus le travailleur vieillissant a l'impression qu'il est la cible de messages agistes, plus il est insatisfait. Plus il est insatisfait, plus il se désengage psychologiquement. Et plus il est insatisfait, plus son estime de soi également s'amoindrit. Première réaction de chercheurs, ça a été « OK, vous avez mené cette étude auprès d'infirmiers. Est-ce qu'elle tient la route avec les infirmières? Est-ce que peu importe qu'on soit un homme ou une femme, avoir l'impression d'être la cible de communication agiste, ça fait aussi mal qu'on soit un homme ou une femme? » Nous nous sommes donc dit, allons revérifier le modèle auprès d'infirmières cette fois-ci. Toujours dans des centres hospitaliers, Ontario, Québec, 321 infirmières ont participé à l'étude. On a reconfirmé tous les liens. Finalement, conceptuellement, ce que ce modèle nous dit, c'est que l'agisme, effectivement, a des effets très dénigrants pour l'organisation de travail. Un travailleur qui se désengage, c'est encore une fois un coût pour l'organisation, qui se prive d'un bassin d'expertise. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, le travailleur qui se désengage songe lentement mais sûrement à la retraite. Et ce qu'on a observé auprès des infirmières, un élément nouveau, je ne sais pas si vous voyez bien la dernière bulle du modèle, mais auprès des infirmières, on leur a posé la question. Non seulement, est-ce que vous êtes engagé, est-ce que votre travail, c'est important pour vous? Mais on est allé plus loin. On a voulu voir si le désengagement psychologique conduit à un vrai désengagement effectif. Et donc, on a demandé aux gens, pensez-vous à la retraite? Êtes-vous en train de la préparer? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est une préoccupation constante? Et quand on met en lien le désengagement effectif, donc l'intention de partir à la retraite, dans cette étude-ci, on a pu démontrer que la source de ceci, c'est le désengagement psychologique, qui lui-même résulte d'une insatisfaction, qui elle-même résulte de pratiques agistes en milieu de travail. À ma connaissance, c'est pratiquement la première fois qu'on a pu quantifier les répercussions négatives de l'agisme. Et ces deux études-là, on les a revérifiées. En fait, on a retesté le modèle auprès de différentes
communauté de travailleurs. Nous avons obtenu exactement les mêmes liens auprès de policiers, auprès de policières, toujours âgés de 45 ans et plus, et auprès de fonctionnaires du gouvernement fédéral. Donc, on a augmenté la validité écologique de ce modèle-là, et ça nous permet de dire effectivement, en bout de ligne, que l'agisme, ce n'est pas sans conséquence. Ce n'est pas un phénomène qui est léger, c'est un phénomène à prendre au sérieux. Dans le milieu de travail, ça a vraiment des ramifications négatives, et on peut présumer aussi qu'à l'extérieur du milieu de travail, les pratiques agistes sont dénigrantes sur la santé psychologique des aînés. Ce qu'on n'a pas mesuré dans cette étude-là, et c'est ce que j'appelle, moi, et c'est ce qui m'intéresse, là, ce sont les prochains pas de notre recherche, c'est ce que j'appelle les effets sournois de l'agisme. Certaines études ont montré que pour la personne vieillissante, pour l'aîné, les pratiques agistes, il y a possiblement deux conséquences. Soit que l'aîné lui-même devient agiste, et c'est un mécanisme de défense qui expliquerait, entre autres, pourquoi certains gestionnaires de 60-65 ans sont eux-mêmes agistes. C'est une façon de se dire, ben, moi, je me démarque du groupe des personnes âgées dans mon milieu de travail. Il y a nous, les gestionnaires âgés, et il y a vous, les subalternes âgés. Beaucoup d'études ont montré que les aînés eux-mêmes, je raconte une anecdote, dans les questionnaires qu'on a envoyés auprès des travailleurs âgés, j'ai utilisé le mot « travailleur âgé ». Bien, il y a des gens qui ont pris un stylo en rouge et qui ont barré X, le mot « âgé », parce que ces gens-là ne voulaient pas être identifiés au groupe des personnes âgées. Donc, c'est un effet sournois, en ce sens que même la personne vieillissante elle-même refuse l'avancement en âge et intègre quelque part tous les stéréotypes négatifs qui accompagnent la perception négative. Il y a certaines études, le deuxième élément, qui ont montré, et ça c'est triste, on voudrait le démontrer, et c'est encore une fois une prochaine collecte de données qu'on va essayer de mener. Dans les foyers, dans les maisons de retraite, un des effets pernicieux de pratiques, de communication qui sont agistes, c'est de faire en sorte que la personne âgée finit par croire, effectivement, qu'elle est peu productive, qu'elle est incapable d'apprendre, qu'elle est lente, qu'elle est fragile, qu'elle est inutile. Et ça fait en sorte que la dépendance est renforcée. Beaucoup d'études ont montré que dans des centres pour personnes âgées, les personnes âgées qui manifestent un petit côté rebelle, qui vont dire « non, non, moi, je veux décider d'où je place mes choses, etc. » Ces personnes âgées-là, elles sont un petit peu plus rabrouées que celles qui vont accepter. En fait, les comportements de dépendance sont encouragés. Et ça, c'est un effet pernicieux de l'agisme. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. À force de dire à quelqu'un, effectivement, qu'on est inutile, qu'on est lent à apprendre, qu'on ne peut plus apprendre, le danger, c'est que ces croyances soient intégrées par l'aîné lui-même ou elle-même. Et vous voyez tout le cercle vicieux. Au fur et à mesure qu'on intègre, au fur et à mesure qu'on commence à croire que tout ça est vrai, et au fur et à mesure on se désengage, et là, la voie est ouverte pour se mettre en voie d'accotement d'une société, pour se mettre en voie parallèle d'une société. Mon discours est un peu sombre, et je voudrais le terminer en vous lançant peut-être une question. Quels seraient les premiers pas à franchir pour mettre fin à l'agisme? Mettre fin à l'agisme dans le sens de changer les mentalités. Que pourrait-on faire pour changer les mentalités? Pour nourrir une image du vieillissement qui soit plus positive et qui corresponde aussi mieux à ce que sont les aînés en 2008. Des aînés en santé, des aînés qui veulent s'engager, des aînés qui veulent continuer à contribuer. Comment mettre fin à l'agisme? Et je n'ai pas la réponse. C'est une réflexion que l'on conduit maintenant. Mettre fin à l'agisme, c'est d'abord et avant tout reconnaître l'engagement, la contribution des aînés. C'est d'abord et avant tout de lutter contre des croyances qui sont décalées. C'est d'abord et avant tout de dire, comme aîné, comme jeune, comme adulte, les stéréotypes, par exemple, en lien avec le travailleur âgé, la non-productivité, la lenteur à apprendre,
de faire la démonstration ou la preuve que ce sont de fausses croyances. Mettre fin à l'âgisme, c'est aussi le point de départ pour la création d'une culture inclusive. C'est très à la mode en ce moment de parler de culture inclusive. Hein? Toute la question des rapports entre les différents groupes basés sur l'âge ou basés sur le sexe. On veut créer des sociétés inclusives, mais ça devrait aussi, cette inclusion-là, inclure la notion de l'âge. Donc, faire en sorte que tous les groupes d'âge dans une société ont leur place. Les jeunes, les adultes et les plus vieux. Changement de mentalité qui doit s'opérer par le biais, en milieu de travail, je pense que ceux qui travaillent un petit peu dans l'organisationnel seront d'accord avec moi, ça commence par le haut. Les gestionnaires donnent le ton au milieu de travail, c'est eux qui peuvent changer les mentalités. Que les gestionnaires aient un discours valorisant les travailleurs vieillissants, les dépeignant comme une valeur ajoutée dans leur organisation et non plus comme un poids lourd à porter. Déjà, ça change les interactions avec les plus jeunes générations. Changement de mentalité du côté des jeunes, du côté des adultes, et je vous dirais du côté des aînés eux-mêmes. Parce que, comme on le mentionnait tantôt, les aînés eux-mêmes, peu importe la raison, parfois sont eux-mêmes agistes à l'égard de leur père. C'est peut-être un mécanisme de défense, mais en réagissant de cette façon-là, nourrissent encore une fois les stéréotypes négatifs. Je m'arrête ici et je vous invite à réagir, s'il vous plaît, commentaires et questions. Merci. Donc, nous ouvrons la période des questions. Nous attendons. Oui. Oui. Pardon. Bonjour, merci. Vous n'avez pas parlé des médecins, qui continuellement, les médecins disent, bien, à votre âge, à ton âge. Alors, ça, c'est très, très, très dégradant. Et ça fixe la personne dans un comportement. J'aimerais que vous en parliez davantage. Ben, je n'en ai pas parlé parce qu'on n'a pas mené d'études là-dessus, donc je ne peux pas m'avancer sur ce terrain. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, dans la recension de littérature, il y a certaines études qui ont quantifié, en fait, le temps que le médecin passe avec un jeune patient, avec un jeune patient versus un patient âgé. Le temps est plus long avec un jeune patient. Le vocabulaire, les mots utilisés par rapport à un jeune patient, un patient plus âgé, est très différent. Ça va être un langage beaucoup plus, je dirais presque infantilisant pour une personne âgée, alors que le langage va être un petit peu plus élaboré pour le jeune patient. Mais je ne peux pas en dire plus parce que ce n'est pas un terrain que je connais très, très bien. Sur ce point-là, il y a des recherches qui ont été menées concernant les activités des personnes âgées, les activités physiques, et où justement les médecins disaient « Oh non, faites attention, ne l'est pas… » et donc rendre plus prudente la personne et finalement lui coupe toute activité physique. Docteur Lagacé, merci beaucoup de la conférence tellement profonde qui m'aide à croire une autre fois que la deuxième partie de la vie, c'est pour le développement du vrai caractère personnel. C'est l'opportunité de connaître la profondité de nous-mêmes. Et en cherchant cette attitude, j'ai lu de la philosophie et je me rends compte souvent avec l'idée des opposés. Des opposés qui font le mouvement de la vie et sont partout, et la philosophie les considère très profondément. Et les opposés ont une tension et ont une conjonction. Et comme ça, c'est comme le jour et la nuit, ils peuvent se confronter pour la disparition de… il faut la tension ou ça devient la disparition. Alors, ma question, c'est la suivante. À votre avis, la jeunesse et la vieillesse, est-ce qu'ils sont de vrais opposés Très bonne question. Moi, je vous dirais que c'est encore une fois toute une question de perception. On veut nous faire croire que la jeunesse et la vieillesse sont deux pôles extrêmes. C'est une courbe normale statistique là, qui représente les deux bouts extrêmes d'une courbe normale. Alors que la jeunesse et la vieillesse ont beaucoup, beaucoup de choses en commun. La jeune personne, par exemple, est en formation, en recherche de son identité. La personne âgée qui a quitté le marché du travail doit quelque part se retrouver une identité.
Donc, elles ont des tâches, je dirais, au niveau psychologique, psychique, qui sont très, très, très similaires les unes aux autres. Il y a beaucoup plus de points communs entre les jeunes et les personnes âgées qu'on ne souhaiterait nous le faire croire. Mais, encore une fois, le discours est plutôt... C'est très à la mode, les conflits de génération. Hein. Moi, je déteste le mot « clash des générations ». Et c'est payant parler de conflit de génération. C'est politique, quelque part aussi. Mais est-ce qu'il y a vraiment un conflit de génération? C'est une question à se poser, ou encore une fois, c'est un discours qu'on nourrit à la surface, alors que les jeunes et les aînés ont beaucoup de points en commun. Et c'est un exemple cliché, mais où va le petit enfant quand il a besoin de réconfort? Et c'est spontané, chez la grand-mère ou chez le grand-père. On n'a pas besoin de le pousser, de le forcer. Le contact se fait spontanément. C'est ce que je peux dire. Oui. Vous dites que vous avez étendu vos études non seulement aux infirmiers et infirmières, vers d'autres milieux comme les policiers, les fonctionnaires, mais est-ce que vous avez fait ou est-ce que vous comptez faire des études dans d'autres types de milieux, j'entends, par rapport aux modalités de travail? Est-ce que vous avez fait des études auprès des professionnels, auprès des gens qui sont des travailleurs autonomes, des entrepreneurs? On parlait des médecins tout à l'heure. Oui. On dit qu'on a fait des études pour savoir comment les médecins traitaient les patients, mais est-ce qu'on sait comment les médecins âgés sont traités par leurs patients? Très bonne question. On n'a pas encore eu l'opportunité de mener ces collectes-là, mais ce serait... En fait, il y a bien sûr, ce que je vous ai montré tantôt dans le modèle, il y a beaucoup de variables qu'on n'a pas pu contrôler. Donc, on ne peut pas parler d'explication causale de ceci cause cela. On est dans une logique de corrélation ici. Donc, il y a beaucoup d'autres variables qu'on devra contrôler. Mais la prochaine étape pour nous, la prochaine collecte de données que nous allons mener avec mes collègues de psychologie et d'économie à l'Université d'Ottawa et les gens de l'Observatoire aussi, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est d'aller voir la clientèle ou les gens qui vivent dans des maisons de retraite et qui sont en perte d'autonomie, qui sont probablement les plus vulnérables par rapport aux pratiques agistes. Parce qu'on est dans une relation de soins, ce sont des gens qui, au départ, ont perdu beaucoup. Alors, c'est sûr que l'agisme peut se manifester auprès de cette clientèle-là. Et de documenter ceci, c'est notre prochaine étape. Oui, oui, en fait, j'ai une petite curiosité. Vous êtes dans le milieu académique. J'aimerais avoir votre vision, perception de l'agisme, comment ça se traduit, s'il y a lieu dans votre dans le milieu univers. académique? Oui, c'est ça. Moi, je vous dirais qu'étonnamment, il y a quand même certains secteurs de travail où il fait bon de vieillir. Et je vous dirais que s'il y a de l'agisme dans le milieu universitaire, c'est en sens inverse. Les étudiants aiment bien les profs qui enseignent depuis 30, 40 ans. Et inversement, quand on commence en milieu de travail, mais écoutez, là, ce n'est pas basé sur des études scientifiques, mais ma perception, c'est que dans certains secteurs de travail, qui sont des exceptions quand même, notamment le milieu universitaire, le vieillir est bien perçu. Parce qu'un professeur qui enseigne depuis 30, 40 ans, c'est un symbole de sagesse, c'est un symbole d'expérience, c'est un symbole de savoir. Donc, dans le milieu universitaire, le vieillissement est vraiment une valeur ajoutée. Alors que dans d'autres secteurs où la notion de productivité est plus présente, c'est l'inverse qui se produit. Nous avons une question à l'arrière. Moi, je me posais la question si, à part ici, les conférences sont offertes à d'autres places, parce que je trouve important serait que les conférences soient faites au niveau genre étudiant, parce que souvent, les étudiants, c'est des personnes qui font de l'agisme. C'est peut-être à cause qu'il manque des connaissances. Alors, ce serait important d'introduire soit dans les cégeps et les écoles secondaires, parce que les jeunes, on dirait qu'ils, comme moi, personnellement, c'est la première fois que je vois ça. Puis moi, ça dépend aussi de la culture. Chez nous, c'est vraiment les personnes âgées, on respecte, puis c'est vraiment important. Je sais pas, je me demanderais si est-ce que vous donnez aussi les conférences au niveau secondaire puis cégep? C'est certainement une option à explorer et qui serait, oui, effectivement importante pour faire en sorte qu'il y ait une prise. C'est pour ça que je disais que ce serait bien aujourd'hui s'il y avait eu beaucoup plus de jeunes dans la salle, parce que le message, il est intergénérationnel. Il s'adresse aux aînés, mais il s'adresse aux plus jeunes aussi. L'idée, encore une fois, n'est pas de chercher des boucs émissaires, mais de simplement faire une prise de conscience que c'est un phénomène qui existe
et qui est quand même très sournois, mais dont les conséquences, elles, sont clairement très négatives. Oui, vous avez répondu à une première question qui était: avez-vous contrôlé d'autres variables, particulièrement dans le milieu de travail? Quand on pense aux infirmiers, infirmières, vous y avez répondu. Moi, je trouve que c'est très important pour valider votre modèle, par contre, que vous arriviez à le faire en quelque part. Là. Ça, c'est une première chose. La deuxième, vous demandiez des espèces de solutions pour contrer l'agisme. Beaucoup de vos propos vont dans le sens du colloque international sur le vieillissement là, qui a eu lieu à Montréal. Je me demande s'il ne faut pas justement poser la question de l'agisme en sortant la question de la productivité, que le contexte d'analyse de l'agisme ne soit pas fait en fonction de productivité, mais plutôt des prémices que vous avez énoncées au début, là, quand vous disiez il faut arriver à comprendre que le vieillissement, c'est une étape, comme la jeunesse est une étape, et que Marie de Hensel va parler, elle, d'un plein accomplissement du plein âge. Puis je pense que c'est ce que vous véhiculez. Alors, je me dis peut-être qu'une solution pour parler de l'agisme et pour en sortir, ce serait de faire des analyses de contexte, mais qui sont complètement en dehors de la productivité. De la notion de productivité. Oui. Ouais. Merci. Très bonne suggestion. Merci. Une dernière question, oui, madame. Prenez le micro. Bien, la question, je ne l'ai pas compris. J'aimerais bien ça que vous repreniez au moins une idée de ce que la dame vient de nous présenter. Madame suggérait de faire des analyses pour mieux comprendre l'agisme et mettre fin à l'agisme, qui tiennent compte du contexte, mais en dehors de la notion de productivité, en excluant en fait cette dimension productivité-là. Oui. D'abord, je voudrais vous donner une information. Au mois de mars, ici, il y aura une journée nationale sur l'agisme. On vous fournira la date exacte ainsi que le programme. Ensuite, je voudrais remercier le professeur Lagacé d'être venu, de l'excellente conférence. Elle est parmi nous à l'Observatoire. Vous aurez l'occasion de connaître les dates de présence et donc de continuer à parler avec elle. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.